Comment réussir son cake? Plaisir à faire à la maison. Toujours. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous êtes bien réveillés ce matin, que les choses commencent bien pour vous. Vous êtes en pleine forme pour pouvoir rallier vos différents lieux de travail. Eh bien, nous, notre devoir, eh bien, c'est de vous aider à bien commencer la journée. C'est ce que nous allons nous atteler à faire à travers le contenu que nous allons vous proposer aujourd'hui. Eh bien, en termes de contenu, aujourd'hui, on aura bien évidemment la revue des unes avec Karina Gora. On passera par le flash d'information pour vous permettre de savoir tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. On parlera aussi de comment réussir son cake. Eh bien, ces petits gâteaux qu'on prend plaisir à faire à la maison pour nos enfants, mais qu'on ne réussit pas toujours. On sera avec une spécialiste qui nous dira comment le réussir à coup sûr. Et puis, vers la fin de votre émission de ce jour, on sera avec coach Armand Delacroix qui nous dira comment entrer dans son couloir de destinée. Mais bon, bien évidemment, avant de démarrer, on permet d'avoir la pêche et c'est avec le fitness. Aujourd'hui, on vous propose du renforcement musculaire au sol et c'est avec coach Fidel Yao et son équipe. Bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ce nouveau numéro, nous avons le renforcement musculaire au sol. Ok, on se met à genoux. Moi, c'est d'abord par les étirements. Batane, bras. Ok, bas à droite, doucement. Bas à gauche. Ok, les mains plaquées au sol. On va tirer sur les épaules. On se redresse. On peut rentrer le dos tout doucement. Ok, super. Pied droit. On tire, on remonte. 1, on va vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change. 1, on va vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, paume au sol. On va commencer à travailler la poitrine. On va descendre tout doucement et on remonte. 1, on va 8, 2, 3, on rapproche les coudes du corps pour travailler les triceps au même moment. 5, 6, un effort, on tire bien là-dessus. 7 et 8. Ok, super, on se redresse. Voilà, on garde le corps bien droit. On gagne les abdominaux pour ne pas se faire mal à la colonne vertébrale. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on avance le pied droit. 1 là, on descend. On cherche les pieds au fur et à mesure. 2, on va 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, super. On envoie le genou au niveau de la poitrine. On va par le pied droit. Là, go. 1, 2, on y va. 3, 4, 5, un effort, 6, 7, on travaille les épaules au fur et à mesure, 8, ok, on va descendre, on va tirer encore, ok, coude au sol,
On redresse, on garde le corps bien droit, on arrondit légèrement le dos et on gagne les abdominaux. On va à la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. On va essayer de s'asseoir tout doucement. OK. On s'adopte légèrement. On fléchit les genoux. Les mains le long du corps. On va travailler maintenant les fessiers. On décolle les fessiers légèrement. 1. Et on descend. On va à 8. 2. Un effort. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. OK, on garde le genou gauche fléchi. On ressort le pied droit. On redresse la tête. On lève. 1. Et on remonte. 2. Les fesses sont décollées légèrement du sol. 3. 4. On va à 8. 5. 6. 7. Et 8. On change. On y va, go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. OK, super. On va se lever. On va retourner dans le tapis. OK. On se met de façon latérale. On tend bien les pieds. On va lever la main droite. On lève le pied, on vient toucher la cheville. 1 et on redescend. 2. 3. 4. Un effort. 5. Ça travaille les obliques au même moment. 7. Et 8. OK, la main au niveau de la nuque. On envoie le coude vers le genou. 1 et on remonte. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On serre de côté, on fait pareil pour le pied gauche. On est prêt, on lève la main gauche. OK, top on va go. 1. 2. 3. 4. 5. On lève un peu plus. 6. Ça travaille l'autre cuisse aussi. 7. Et 8. OK, le prochain. Bon, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. OK, super. On se remet à genoux. Ça peut aller. OK. Genoux au sol. OK, les mains au niveau de la nuque. On va descendre légèrement, très vers au niveau des pieds. 1. On remonte. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. OK, super. On va s'asseoir là. Jambes d'écart. Les deux mains. On va aller à droite. 1. On remonte. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. OK, on coince les deux pieds. Les mains là. On va lever le pied droit. On vient toucher la pointe des pieds. On arrondit le dos. On s'incline légèrement vers l'arrière. Top, on y va, go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. OK. Nous, la main là, on va écarter, on vient toucher le sol et on revient. Jambes serrées. Ça peut aller, go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. OK, super. On a fini. OK. Super, bravo, là. Franchement, bravo. Wow. C'était très physique, hein? Oui. Coach Fidel Yao, bonjour.
Oui, je vous ai. Bon, on va vous laisser souffler un peu. Ok. Hein, on va vous laisser souffler un peu parce que c'était physique et très intense. Hein? Est-ce qu'on peut faire des exercices pareils le matin avant de partir au travail? Oui, on peut le faire parce non, que... mais attends, ça là, quand on a fini des fois, on est capoté. Non, je vous assure, pour vous, téléspectateurs qui avez suivi ça, je dis, est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire en semaine et d'autres qu'on doit garder pour le week-end? Parce que ce que je viens de voir là... Bon, hein? en fait, il faut comprendre que le travail au sol, Oui, ça nous permet de sécuriser Oui. les articulations. ok. Et puis on peut travailler au poids du corps. Donc, et ton sol, vu que le sol est déjà stable, Oui, peu importe le poids, tu peux travailler à ton rythme. oui. Mais c'est très bon. Mais quand on a fini de faire tout ça, là, je veux dire, pour ne pas après avoir les membres ankylosés, Justement, c'est on est pourquoi il faut lourd, modérer machin. les Oui, mouvements. Voilà. Moi, je peux le faire à haute intensité. oui, Alors parce que que vous pouvez faites le votre travail. Voilà, c'est un peu Donc ça. pour nous autres, là, c'est Voilà. doucement, doucement. Justement, c'est pourquoi le son est encore plus... Oui, Voilà, pas trop... pas trop accéléré. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas, merci, coach Fidèle Yao, hein, qui est avec nous les lundis et les mercredis pour le fitness. Merci aussi, mon gars. Ok. Merci bien. Et puis, bonne journée. Nous, on continue de vous entretenir. On vous l'a dit dans le contenu d'aujourd'hui. Bien évidemment, il y a l'immanquable, la revue des Unes avec Karine Agora. Et donc, on va passer par une petite articulation et on la retrouve juste derrière pour vous livrer l'essentiel de l'information de ce jour. Bienvenue dans la région de la Maraoué, où nous posons nos valises pour ce numéro de votre émission Focus PGGouv. Ici, le gouvernement, à travers des partenariats avec le secteur privé et des guichets de financement de projets, parvient à créer de réelles opportunités pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Avant de nous donner de l'argent, on nous a formés. Je pense que l'apport a été capital parce que c'est cet apport-là qui m'a permis de me réaliser en quelque sorte, d'être autonome, de ne pas vraiment compter sur l'appui des parents. Tout au long de cette émission, vous verrez comment le programme jeunesse du gouvernement, à travers ses différents dispositifs, impacte concrètement la vie des jeunes. Tous les jeunes qui passeront par notre dispositif de stage de qualification bénéficieront au minimum de 75 000. Retrouvez votre émission Focus PGGouv ce mercredi sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Abidjan va accueillir le premier centre de médecine nucléaire d'Afrique de l'Ouest. Selon la régionale, cet établissement vient renforcer la prise en charge des cancers et d'autres pathologies complexes. L'annonce a été faite mardi dernier par la première dame, Dominique Ouattara, à l'issue d'une audience tenue à Cocody. Interrogé par le confrère, Dr Granger Jean-Éric, radiopharmacien, a fait savoir que ce centre permettra de sauver plus de vies. Notons que la médecine nucléaire repose sur l'utilisation de substances faiblement radioactives, appelées radiotraceurs, injectées dans l'organisme afin d'observer le fonctionnement des organes et de détecter précocement certaines maladies, notamment les cancers. En Côte d'Ivoire, 142 tonnes d'or sortent des circuits officiels, engendrant un manque à gagner estimé à 4 600 milliards de francs CFA. Face à cette situation, l'État déploie une stratégie articulée autour de 3 axes qui sont l'encadrement, la répression et la formalisation. Selon l'Abidjanais, ces actions du pays ont été présentées par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale en cours à Washington. Mamadou Sangafoura Koulibaly plaide pour une coordination globale et une traçabilité renforcée en s'inspirant du modèle du processus de Kimberley afin d'empêcher l'intégration de l'or illégal dans les chaînes de valeur formelles. Se sentant abandonné par sa famille, un homme d'une trentaine d'années s'est pendu. Selon Soir Info, son corps sans vie a été retrouvé sur le pont de la brigade anti-émeute de Yopougon. Il attendait du soutien de la part des membres de sa famille pour le sortir des difficultés. Cette requête sans suite favorable a été insupportable pour ce jeune homme.
En Algérie, une commission nationale de prévention et de lutte contre les gangs du quartier a été lancée lundi dernier par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud. Alors que le pays connaît une hausse de violence urbaine ces derniers mois, nous dit Africa News, l'objectif de cette commission sera de mettre en place des stratégies de lutte concrètes et de renforcer la sensibilisation dans les quartiers. Voilà, c'est la fin de la revue des Unes. Merci de l'avoir suivi. Je vais vous laisser avec cette petite réflexion de notre poétesse grecque de l'Antiquité. Elle se nomme Sappho. La citation nous dit « Dans la colère, rien ne convient mieux que le silence ». Karine peut reprendre la citation. Dans la colère, oui. Rien ne convient mieux que le silence. Ça, c'est bien dit. Moi, je l'adore. Ça, c'est bien dit, parce que, je veux dire, sous l'effet de la colère, il faut éviter de dire des choses qu'après, on dit souvent que la colère est mauvaise conseillère. Très mauvaise conseillère. Et surtout, on vous conseille de faire cette citation que Karine vient de donner tout au long de cette journée jusqu'à la fin de cette semaine. Ça va, Karine? Super, et toi? Bon, ça va, super. Après l'intégrale hier, on revient aux fondamentaux. Voilà. La revue des Unes. Et demain encore, on va vous retrouver toujours pour d'autres informations et avec les citations dont vous êtes la maîtresse. J'essaie. Allez, bonne journée Karine. Et puis restez avec nous. Tout à l'heure, on va parler au fil des astuces de comment réussir son cake. Je suis sûr que vous allez apprécier. Surtout s'il y a des cakes déjà faits, je reste. Ne t'inquiète pas. René. Non, si c'est pour les cakes déjà faits là, ça, c'est pas pour vous. Si c'est pour ça, vous pouvez partir. Je sais que tu allais être différent. Non, Jacques Brou est en train de me dire en haut là-bas qu'il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde. Donc, c'est dommage. Vous pouvez partir. Allez, merci à Karine Agora, qu'on retrouvera demain, je l'ai dit, pour un autre numéro de la revue des Unes et vendredi aussi, parce qu'elle est avec nous lundi au vendredi pour cette rubrique. Eh bien, nous, on continue de dérouler les pages de notre contenu de ce jour et on en arrive, je l'avais dit, au fil des pages. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Lisette Daga. Elle est restauratrice, formatrice. Bon, elle porte plusieurs casquettes. Et avec elle, bien évidemment, c'est au fil des astuces. Au fil des astuces, merci pour la voix en haut qui nous permet d'être dans le droit chemin. Et donc, on va la retrouver pour qu'elle nous explique comment réussir, mais de façon irréprochable, son cake. On a tous les éléments qui sont sur la table. Elle va nous expliquer tout à l'heure comment on y va, step by step, pour arriver à obtenir le résultat final qu'elle va nous présenter dans quelques petites minutes, juste après cette transition. Bon, on est déjà en train de avec elle, s'affairer pour pouvoir nous présenter comment réussir immanquablement son cake, on l'a dit. Madame Lisette Daga, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va très bien. Bon, elle est déjà au four et au moulin en train de casser les œufs parce que les œufs, bien évidemment, font partie des ingrédients qu'on utilise pour faire les cakes. C'est bien cela? Oui. Oui, dites-nous tout. Alors, pour la préparation du cake de ce matin, on aura besoin de 4 œufs, 100 g de beurre fondu, de 100 g de sucre, 200 g de farine. Bon, on prend 100 g, 100 g. Oui. Sucre, farine, même quantité. Non, la farine, c'est 200 g. Ah, 200 g. Voilà. Donc, le double de la quantité de sucre. Exactement. OK. Et on aura besoin de la levure chimique également. Oui. La levure chimique, c'est 10 g. OK. Et de l'arôme au choix. On peut utiliser de l'arôme vanille comme du noix de muscade. OK. Voilà. Donc, ça sera tout pour notre cake de ce matin. Bon, quand je regarde les ingrédients, je comprends pourquoi je rate mes cakes. Parce qu'il y a des éléments, que je ne prenais pas en compte. Par exemple, la quantité de beurre, vous avez dit combien de... Il y a 100 g de beurre fondu. Oui. Vraiment. Oui. Et puis ensuite, on a les moules. Oui, on a les moules dans lesquels on va mettre notre pâte. Oui. Ça a été déjà beurré et fariné. Beurré et fariné. Voilà, sinon ça ne va pas se décoller quand ça sera cuit. OK. Et puis, vous avez la petite balance qui est là. Voilà, c'est la balance électrique qui sert à mesurer tous les ingrédients que nous avons, que ce soit sec ou liquide. Mais ici, on n'a pas de balance. Comment on fait pour avoir les bonnes quantités? C'est ça surtout la particularité en pâtisserie. En pâtisserie, il faut tout mesurer.
Tout est sur mesure. Lorsque vous ratez une mesure, c'est que vous avez tout raté. Non, mais bon, vous êtes des professionnels. Oui. Nous, on est des amateurs qui souvent nous essayons à faire ces cakes-là. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures, par exemple des bols ou, je ne sais pas moi, certains pots qui peuvent permettre d'avoir ces quantités-là? Effectivement, il y a des mesurettes qui ne sont pas forcément électriques, qui vous permettent de mesurer déjà la farine, le beurre et puis tout ce qui est ingrédients secs et liquides. Maintenant, quand on a fini de rassembler tous les ingrédients, après, comment on y va pour le miel? Il y a des étapes à suivre. Oui. Tout à l'heure, je vais commencer par le blanchissement des œufs. Ici, on va utiliser uniquement que de jaune d'œuf et du blanc d'œuf. Là, je vais séparer le jaune du blanc et je vais faire blanchir le jaune d'œuf. Actuellement, vous remarquez que le jaune, c'est jaune, effectivement. Et lorsque je vais mettre le sucre, je vais bien travailler le sucre avec le blanc d'œuf. Ça va blanchir. Ça va devenir comme de la crème. Bon, OK, on va y aller parce que quand vous dites blanchir, soyons pratiques pour que nos téléspectateurs comprennent. Bien, donc, on sépare le blanc. Là, on va séparer le blanc du jaune. OK. Donc, on a dit 4 œufs. Oui, 4 œufs. On fait attention à ce que aucun jaune ne tombe dans le blanc. Le blanc. OK. 3, donc le dernier. Le dernier. Voilà. Bien séparé. Bien séparé. Blanc à part, jaune à part. Et puis là, maintenant, on passe à l'étape du blanchissement. Et là, maintenant, on passe à l'étape du blanchissement. Avant ça, je vais d'abord faire monter le blanc en neige parce que je n'ai pas de fouet. Donc, je vais d'abord faire monter le blanc en neige rapidement. OK. Donc, l'expression faire monter le blanc en neige, c'est ça? Oui. Battre le blanc correctement. Jusqu'à ce que ça monte et ça va devenir comme de la neige. OK. Très bien. Bon. En tout cas, il faut battre jusqu'à ce que, comme l'a dit Mme Lisette Daga, que ça devienne blanc. On va y aller, Mme Lisette Daga. Là, on a déjà l'effet, l'effet neige. Là, maintenant, je vais verser le sucre. Ah, pour le blanchiment du jaune, il faut du sucre. Oui. OK. Et je vais aussi travailler correctement le jaune d'œuf avec le sucre. OK. Ah oui, jusqu'à ce que la couleur du sucre prenne le dessus. Oui, ça va devenir blanc, comme de la crème. OK. Et donc, quand on a fini cette étape-là, on rajoute quoi? Le beurre d'abord ou la farine d'abord? Quand on va finir cette étape, on rajoute ensuite le beurre. Oui. Et on va aussi bien travailler à ce que ça devienne également bien crémeux. Ça se mélange correctement. Et ensuite, on ajoute la farine, la levure. Il faut préciser qu'il faut tamiser. Il faut tamiser la farine, il faut tamiser également la levure. Et on finit maintenant par l'arôme. OK, super. Mais je veux dire, quand on tamise, finalement, on prend tout. Donc, qu'est-ce qu'on enlève, en fait? Non, c'est pour, en réalité, enlever les déchets. Parce qu'il y a certaines farines qui viennent avec des déchets à l'intérieur, des fourmis et tout ça. Et il y a des levures également qui présentent certains glumeaux aussi qui ne sont pas très bons pour la préparation. OK. Donc, tamiser, rajouter dans le jaune. Et le blanc, on l'utilise à quel moment par là? À la fin. À la fin? Oui, à la fin. Ça donne un goût un peu onctueux et moelleuse à notre préparation. Super, super. Et quand on a fini tout ça, on met dans les moules et on enfourne. Et le résultat, c'est ce qui est là? C'est bien cela? Oui. Le résultat, il est... Voilà, celui-là, ces cakes, magnifiques cakes qui sont bien réussis. Par contre, on a là un cake qui a échoué, c'est cela? C'est ceci qui a échoué. C'est lequel qui a échoué? Ceci. Ah, bon, même si ça a échoué, on peut manger. Donc, Karine, il y en aura pour toi, t'inquiète. Voilà. Et donc, je vois de petits trous sur le cake. Normalement, quand ça réussit, il n'y a pas de trou là-dessus. C'est bien propre. Et puis, on a la différence de couleur aussi. Oui. Attendez, on va présenter tout ça à la caméra pour qu'on voit la différence entre les deux. Voilà. Voilà. Donc, pour celui qui a échoué, voilà. Et celui qui n'a pas échoué, vous voyez que celui qui a échoué, il y a les trous à l'intérieur. Et ici, mais c'est impeccable. Voilà, c'est comme du chiffon en réalité. Oui, Ceci, c'est comme du chiffon. Bon, c'est du chiffon qui sera dégusté, tout à l'heure. En tout cas, Madame Daga, merci infiniment. Donc, les étapes pour réussir notre cake, d'abord les ingrédients, le beurre fondu, la farine, 200 g de farine, vous avez dit, 100 g de sucre, du beurre fondu, de la levure chimique. Et puis, pour les œufs, on sépare le blanc du jaune.
Exactement. On mixe tout ça et puis on obtient le résultat final. Beurrer le moule et y ajouter de la farine pour éviter que ça colle. C'est ça. Voilà, j'ai bien appris la leçon. Merci infiniment, Madame Lisette Daga. Merci, on le rappelle, vous êtes restauratrice, formatrice en pâtisserie. Et puis, la dernière casquette? La dernière casquette, je suis également coordonnatrice du programme intégré d'insertion socio-professionnelle où nous visons à former Nous avons déjà formé plus de 18 000 femmes et jeunes ici déjà à Abidjan. Et nous souhaitons également bienvenue à tous nos partenaires qui veulent nous accompagner dans ce projet. Merci au monsieur qui vous accompagne aussi, dont je suis en train d'oublier le nom. Monsieur Vainqueur Agbodeji. Monsieur Vainqueur Agbodeji. Monsieur Vainqueur, merci bien. Allez, on part au flash dans quelques petites secondes après la météo bien évidemment. Et tout ceci est chapeauté par la régie qui aujourd'hui est dirigée par Jacques Brou. Merci d'être en notre compagnie. Toute une vie à créer des mélodies, toute une vie à révéler des talents, toute une vie à façonner la musique ivoirienne. Derrière les plus grandes voix, il y avait un génie. Découvrez son histoire à travers le livre Marcellin Yassé, la musique dans le sang. Cérémonie de dédicace et avant-première du documentaire, jeudi 23 avril 2026 à 15h. Palais de la Culture, salle Kodjo et Bouclé. Marcellin Yassé, la musique dans le sang. Ne manquez pas ce moment d'histoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, les nuages en dissipation dans le nord pourraient apporter de faibles pluies dans la matinée. Au sud du pays, quelques passages nuageux sont à prévoir, accompagnés de faibles pluies par endroits. Le reste du pays sera sous un temps partiellement nuageux. 23 degrés dans la ville d'Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 24 degrés à Guiglo, Kong et Korogo, 22 degrés dans la ville de Mans, 25 degrés à Odiéné et San Pedro également dans la ville de Sassandra. Nous aurons 24 degrés dans la ville de Séguéla et Soubré, 25 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé et Touba et 23 degrés dans la ville de Yamoussoukro. En début ou en milieu d'après-midi, des formations nuageuses seront observées dans le sud du pays avec de la pluie localisée sur le littoral. En fin de période, les régions du nord et du centre connaîtront des formations nuageuses accompagnées de pluie et d'orages. Partout ailleurs, le temps sera simplement nuageux. Et pour les températures de l'après-midi, nous aurons 32 degrés dans la ville d'Abangourou, également dans la ville d'Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 32 degrés à Bouaké, 33 degrés à Bouna et Boundiali, 32 degrés à Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 degrés dans les villes de Guiglo, Kong, Korogo, Mans, Odiéné, 32 degrés à San Pedro, également à Sassandra et Séguéla, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés pour les villes de Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. Passez une excellente journée.
Bonjour et bienvenue dans la toute première édition sur RTI1, mission accomplie pour le ministre de l'économie Adama Coulibaly après un marathon diplomatique au FMI et à la Banque mondiale. De nouveaux accords signés, une confiance renouvelée. La Côte d'Ivoire consolide ainsi sa position de locomotive économique dans la région. On fait le point avec notre envoyé spécial Serge Colléa. À Washington, la Côte d'Ivoire boucle sa participation aux réunions de printemps sur une note positive. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Adama Coulibaly, chef de délégation, a notamment échangé avec plusieurs responsables de haut niveau, dont le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura. Au centre des discussions, le suivi des programmes économiques, le renforcement des relations et le soutien aux réformes engagées par le gouvernement. Nous avons magnifié la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international et nous avons passé en revue les principaux indicateurs économiques et disons la nécessité pour nous avec le Fonds monétaire international de poursuivre notre bonne coopération pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir le profil qu'elle a aujourd'hui. La délégation ivoirienne a également pris part à la session plénière du Comité monétaire et financier international. Aux réunions des ministres de l'UEMOA, des audiences ont été accordées à des partenaires financiers et bancaires. Nous avons donc pu, au cours de ces échanges, noter l'appréciation que nos partenaires ont vis-à-vis en fait, des progrès qui sont faits au niveau de la Côte d'Ivoire, des performances économiques qui sont saluées. Beaucoup d'investisseurs sont désireux d'investir en Côte d'Ivoire parce qu'ils considèrent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un pays qui présente un meilleur profil en termes d'attractivité, en termes d'investissement. Les banques sont désireuses également d'accompagner véritablement tous les investisseurs qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Les appréciations qui ont été faites par les équipes du Fonds monétaire international montrent effectivement qu'au niveau régional, nous avons une économie régionale assez forte. Au terme des réunions de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire renforce sa crédibilité, consolide ses partenariats et confirme son positionnement comme pôle de croissance en Afrique de l'Ouest. De Washington, Meknes, la Côte d'Ivoire continue d'afficher ses ambitions agricoles. En plein salon international de l'agriculture, le ministre Bruno Nabagné-Koné a porté la voix de notre pays lors d'un panel sur les productions animales et végétales. Nous, Sangaré. Transformation animale et transformation des systèmes alimentaires. C'est autour de cette thématique que s'est tenu ce panel de haut niveau à l'occasion de la deuxième journée du Salon international de l'agriculture du Maroc, SIAM 2026. Face à un parterre de décideurs venus d'Afrique et d'Europe, le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné-Koné, porte la vision de la Côte d'Ivoire en matière de souveraineté animale et alimentaire. Un diagnostic sans détour. La réalité des chiffres est sans ambiguïté et nous n'avons aucun complexe à vous les livrer. Nous ne couvrons aujourd'hui que 49% de nos besoins en viande et abats et environ 13% en lait et produits laitiers et 12% pour les produits halieutiques. Ce déficit structurel pèse lourdement sur notre balance commerciale et représente autant d'opportunités manquées et de création d'emplois, de richesses et de valeur ajoutée sur notre territoire. Pour inverser la tendance, le gouvernement ivoirien mise sur une transformation en profondeur du secteur avec des réformes structurelles et des investissements ciblés. Nos ambitions sont claires. Porter la couverture des besoins nationaux en protéines animales et halieutiques à 75% à l'horizon 2030, créer massivement de l'emploi pour notre jeunesse et nos femmes, renforcer la compétitivité de nos filières et consolider notre positionnement à l'exportation. Dans cette dynamique, la coopération internationale apparaît comme un levier incontournable. La Côte d'Ivoire plaide pour des partenariats sud-sud ainsi qu'une mobilisation accrue des financements pour accompagner cette mutation. En marge du panel, la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Agriculture et l'OCP Africa, un partenariat structurant basé sur 3 axes. L'exploitation des données pour mieux piloter les politiques agricoles, l'amélioration de la fertilité des sols grâce à la cartographie et l'accélération de l'innovation via les technologies agricoles.
Et parce que moderniser l'agriculture, c'est aussi transformer nos ressources. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux leaders mondiaux de la noix de cajou, s'unissent pour mieux réguler la filière et stabiliser les cours. À Abidjan, les autorités ont lancé les bases d'une coopération renforcée. L'ancien Bakayoko. L'appétit pour les noix de cajou ne fait que croître sur les marchés mondiaux. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui produisent environ 1 500 000 tonnes, décide donc de coordonner les actions de valorisation de l'ensemble de la chaîne des valeurs de ces spéculations agricoles stratégiques, notamment la production, la transformation et la commercialisation des noix de cajou. En Côte d'Ivoire, nous avons convenu de mettre en place un protocole d'accord, un MOU de collaboration entre nos structures pour que nous puissions mieux aborder le marché international du cajou. Les principaux défis de l'industrie locale de la noix de cajou reste également l'approvisionnement stable en noix brute de haute qualité, tout comme les coûts de transformation compétitifs qui faciliteraient l'accès aux principaux marchés d'exportation. Il s'agit aussi d'assurer aux agriculteurs l'accès à des semis de qualité, de former à la gestion des exploitations et aux questions fiscales, ou encore de soutenir la recherche afin d'identifier les meilleures pratiques et technologies agricoles dans les conditions environnementales et économiques locales. Des axes de coopération tout aussi importants pour les autorités ivoiriennes que les problématiques liées à la contrebande transfrontalière. On a une problématique qui est la fuite des produits et ces produits partent évidemment chez notre homologue. Voir ensemble s'il y avait des possibilités pour trouver des stratégies communes. Nous, on peut aider le Ghana à assurer au niveau de sa production, mais aussi au niveau de sa transformation locale. Pour la saison agricole passée, la production ivoirienne de noix de cajou s'élève à 1 200 000 tonnes, contre 260 000 tonnes pour le voisin ghanéen, qui espère doubler son offre à l'horizon 2030. On en vient à la crise à l'UNJCI. L'heure est à la médiation de la dernière chance. Le ministre de la Communication appelle les anciens présidents à la rescousse. Leur mission, éteindre l'incendie et trouver une issue de secours à la crise qui paralyse l'Union. Explication de Didier Nguessa. Yao Noël, Honora de Yedagne, Amos Benao, Mam Kamara et Moussa Traoré. Ces 5 anciens présidents de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, sont reçus par le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Il est question de la mise en place d'un comité ad hoc par leurs soins. Ce comité aura pour mission de trouver des solutions à une sortie de crise. Leur feuille de route est claire. Rapprocher les positions et proposer des pistes de sortie de crise consensuelles. Amadou Koulibaly a réaffirmé l'attachement du gouvernement à une presse forte, crédible et unie. Ce comité ad hoc a une mission, celle d'organiser ce congrès. Et nous, ce que nous avons fait, c'est des recommandations. Et la principale recommandation, c'est que tout se passe dans un esprit de consensus. Pour nous, c'est le plus important. L'UNJCI doit pouvoir survivre à chacun de nous ici. Parce que c'est une belle organisation, c'est une belle fêtière qui regroupe l'ensemble des acteurs de la profession, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur opinion, quelles que soient les chapelles auxquelles ils pourraient appartenir. Et pour nous, c'est une organisation à sauver. Pour rappel, le congrès ordinaire électif de l'UNJCI fixé les 13 et 14 février et qui devrait opposer les listes de Marie Longoran et celle de Franck Etienne a été une première fois reporté, ensuite suspendu pour risque de trouble à l'ordre public. Voyons à présent l'incroyable destin de Sébastien Yaokwame. Cet artisan non-voyant est devenu, à force de volonté, un maître dans la confection de meubles tissés. Vous allez le voir, à Ndossi, il a transformé son handicap en un savoir-faire unique, admiré de tous. Portrait d'un homme qui ne baisse jamais les bras, signé Aurélia Drocola. La vue s'efface au profit du toucher. Le tissage est sa passion et il le maîtrise à la perfection. À Ndossi, à environ 120 km d'Abidjan, se cache une pépite à découvrir. Sébastien Yaokwame, âgé d'une trentaine d'années, devenu non-voyant suite à une maladie. Cet handicap ne l'a pas empêché de développer un savoir-faire.
Tout a commencé quand j'ai perdu la vue en 2013 et je suis allé voir la sœur Solange. Mes parents n'avaient plus rien pour acheter les colis. Elle m'a dit que ok, j'ai compris. Et c'est comme ça, quelques années plus tard, elle m'a consolé, dit non, qu'ainsi va la vie. Et qu'il y a un monsieur ici, tu ne vois pas, mais il apprend quelque chose. Il tisse des chaises, des lits picots, en tout cas, tout ce qui est fait comme meuble. Sébastien s'est formé pendant ses 5 ans. Il a appris avec précision et munitie le métier de confectionneur de meubles tissés aux côtés de son maître, un autre non-voyant d'expérience. Dans les débuts, ce n'était pas facile. Je me suis dit, mais attends, quelqu'un tu ne vois pas, à quel moment je vais finir d'apprendre ce métier? Mais au fur et à mesure que les clients venaient, on faisait des expositions. Et c'est là que j'ai eu de l'espoir. Je dis, mais mon patron non voit aujourd'hui, il fait des expositions un peu partout. Et c'est qu'un jour aussi, moi aussi, je serai peut-être comme lui. C'est tout un rituel. Le programme de la matinée est bien défini. Une fois prêt à rejoindre son atelier, il se fait accompagner par son petit-neveu. Son espace de création est non loin de sa maison. Une fois au travail, il n'a que ses œuvres qui comptent le plus. Le choix de ses fils est un élément important dans la confection de ses meubles. Les couleurs, je n'arrive pas à les détecter. Quand j'ai besoin de telle couleur, je dis madame, donne-moi telle couleur, elle me donne. C'est ça que je travaille. Vous voyez ce modèle de lit que je suis en train de faire. C'est le client qui a demandé les couleurs de son lit. Là, c'est la couleur, je suis en train de faire la couleur verte. Donc quand je demande à madame, donne-moi la couleur treillis, elle me donne et puis j'attache et je commence à tisser. C'est comme ça que je travaille. Quand je viens, je lui donne les couleurs, je travaille à sa main, moi je suis ses yeux. Une aide précieuse pour Sébastien. Il existe plusieurs types de tissage et ils n'ont aucun secret pour lui. Du damier au tissage direct, en passant par le zigzag et le losange. Chacun de ces gestes reflète la passion et l'amour de son travail. Quand il y a une commande, je passe la commande au ferronnier et puis lui confectionne la coupe et moi je passe le fil là-dessus. On fait les coupes pour lui donner, mais ça dépend des modèles aussi que la personne veut. Le talent de Sébastien est de plus en plus reconnu. Les résidents de la ville ne tarissent pas d'éloges à son endroit, comme ce passant tombé sous le charme de ses chaises. Quelqu'un qui ne voit pas et puis se défend comme ça, nous-mêmes on voit, on ne peut pas faire ce travail. Pourtant, il y a des jeunes qui sont bien portants, ils n'arrivent pas à faire. C'est pour demander l'argent aux gens, vraiment ça me fait honte. Je cherchais un lipico. Alors on m'a dit qu'il y a un jeune qui fait les lipicots au bord de la route. C'est ainsi que je suis partie. Mais quand il est venu en train de tisser les lipicots là, et j'ai senti, c'est maintenant j'ai vu comme il avait un handicap. Comment tu ne vois pas clair et puis tu es en train de tisser? Et il était arrêté là, je le regardais. Sébastien rêve grand. Si le quotidien est difficile, il ne désespère pas de voir son activité prospérer. Moi, j'ai perdu la vue à l'âge de 16 ans, mais je n'ai pas baissé les bras. Donc ne dites pas que parce que j'ai perdu la vue, qu'aujourd'hui je vais m'asseoir pour commander à chaque fois. Tu vas demander aujourd'hui, ils vont te donner demain. Son rêve, former plus tard des centaines de jeunes en situation de handicap. Car, comme il le dit si bien, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Et voilà Sébastien Yao, un exemple de résilience. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump a annoncé hier le maintien du cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à la fin des discussions. Le président américain a ajouté que le blocus des ports iraniens se poursuivait. Dans la journée, Washington et Téhéran s'étaient mutuellement accusés d'avoir violé le cessez-le-feu et d'actes de guerre. La fin de la trêve était initialement prévue hier à 23h50. Temps universel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dès 6h30. D'ici là, belle matinée sur RTI 1. Allez, belle matinée à toi aussi, Martha Kissi. Merci beaucoup, Renaud. Nous livrer l'essentiel de l'information et j'ai vraiment apprécié le dernier élément sur le jeune homme qui a perdu la vue, il a dit, à 16 ans. Mais qui, comme vous l'avez dit, est un vrai modèle de résilience. De résilience, effectivement. Et je pense qu'on en trouve un peu partout. Oui. C'est vrai qu'on a des personnes en situation de handicap qui ne baissent pas les bras, mais qui essaient de s'insérer eux-mêmes avec la volonté dans la vie professionnelle. Bon, comme quelqu'un le disait, le handicap, c'est ici. C'est clair. Voilà, ce n'est pas ce qui est apparent ou ce qui est physique. Martha Kissi, merci. Je t'en prie. Et puis, agréable journée pour la suite.
Merci beaucoup à toi également. Vous avez des journées généralement chargées. Hein? Oui, chargées avec la conférence de rédaction pour préparer les grandes éditions de 13h, de 20h et aussi de 23h. Donc voilà, les reporters seront toujours sur le terrain pour collecter l'information et informer en temps réel et la vraie information à tous les Ivoiriens. Et c'est sur RTI. Merci Martha Kissi. Absolument. Bonne journée à vous. On vous retrouve demain. Demain, dès 6h. Premier juré, hein? Oui. Allez, nous on continue de vous entretenir et merci encore à Martha Kissi. Et on arrive à la dernière articulation de notre émission aujourd'hui avec l'invité du matin. Je l'ai dit, en entrée, on va vous expliquer comment entrer dans votre couloir de destinée. Mais avant, bien évidemment, on va vous permettre de savoir comment vous déplacer sur les grandes artères du district d'Abidjan à travers nos informateurs qui sont disséminés un peu partout dans la ville. Et aujourd'hui, on aura dans 3 endroits de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais avant, on passe par ceci. Tout comme hier, on démarre dans la commune d'Abobo où on retrouve Noura Sidibé. Noura, bonjour. Est-ce que Noura Sidibé est avec nous? Noura Sidibé qui se trouve quelque part dans la commune d'Abobo. Elle nous dira exactement dans quelle zone de cette belle commune elle se trouve pour nous livrer l'essentiel de l'information dans cette commune. Noura, si elle est avec nous. Noura, ça va? Bonjour Renaud. Bonjour Noura. Allez, dites-nous comment ça se passe aujourd'hui dans la commune d'Abobo. Alors nous sommes aujourd'hui dans le secteur du rond-point de la gendarmerie d'Abobo. Cette zone affiche déjà une forte affluence ce matin. Piétons et automobilistes se partagent l'espace dans une ambiance type des heures de pointe matinale. La circulation ici est dense avec un grand nombre de véhicules engagés sur la chaussée. Toutefois, à cette heure-ci, il n'y a pas d'embouteillage à signaler. Ce secteur demeure un carrefour stratégique du transport dans la commune d'Abobo. À cette heure, les différentes gares de véhicules en direction des sous-quartiers de la commune et des communes voisines telles qu'Anyama et Adjamé sont prises d'assaut par les populations. Les feux tricolores sont respectés par les automobilistes. Cependant, certains individus n'attendent pas forcément le feu et se faufilent entre les véhicules, ce qui peut être dangereux. Voilà ainsi, Renaud, le point de la circulation au niveau du secteur de la gendarmerie d'Abobo. Allez, merci Noura Sidibé. Ils sont bien heureux ce matin, ceux qui sont dans la commune d'Abobo. Ce carrefour dont elle a parlé, c'est l'un des points d'Abobo, juste après le tunnel qui se trouve au niveau de la mairie. On espère que la circulation va rester comme ça, fluide, pour permettre aux vaillantes populations de cette commune de pouvoir se déplacer. Allez, on part à La Rivera, à Cocody, dans cette commune où on se trouve, pour retrouver Sandrine Ouassa qui nous dira où elle se trouve exactement et comment s'y déroule le trafic. Alors, bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, je suis au carrefour de la Rivera Faya, où il y a un fort embouteillage. Sur l'avenue du général Akissi Kwame, qui est la voie qui longe le nouveau pont, il y a un fort embouteillage et selon les informations recueillies, l'embouteillage serait lié à un groupement de jeunes pour un recrutement militaire. Un autre constat aussi alarmant, c'est pour les véhicules venant de Bingerville vers Adjamé. Le passage par le pont est marqué par un fort embouteillage. En revanche, pour ceux qui viennent d'Adjamé à destination Bingerville, la chaussée est dégagée et c'est le même constat sur l'avenue Kofi Léon Conan en direction de la cité ATCI. Heureusement que cette situation n'a pas trop d'impact négatif sur le transport en commun. Les véhicules sont en nombre suffisant pour les passagers et les prix restent inchangés. En résumé, ce mercredi matin, au carrefour de la Rivera Faya, certains endroits sont saturés alors que d'autres routes restent libres. C'est tout pour le point du côté de la Rivera Faya. Merci à Sandrine Ouassa. On espère que les autres routes dont vous avez parlé vont permettre aux populations qui habitent dans cette zone de pouvoir quitter la zone, vous l'avez dit, Rivera Faya qui est un peu bouchée. Allez, on espère que la situation est différente au niveau de Bingerville où on retrouve plutôt au niveau d'Adjamé où on va retrouver Ousmane Barry. Allô Ousmane? Ousmane qui... Oui, ok. Donc, en attendant de retrouver Ousmane, on vous donne toujours les mêmes conseils. Restez prudent sur les voies. Et puis, avant de sortir de chez vous, eh bien, il faut bien vérifier toutes les mécaniques de votre véhicule, s'assurer que tout se passe bien. Il y a de l'eau dans le radiateur, l'huile, le niveau, il est bon et tout ça. Et que, voilà, votre véhicule est impeccable. Et si vous devez emprunter les transports en commun, il faut être très, très, très prudent. Allez, Ousmane Barry, est-ce qu'il est avec nous depuis Adjamé?
Oui, bonjour, René Kodia, je suis avec vous. Bien évidemment. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour. Comment ça se passe et où vous êtes exactement aujourd'hui? Là, je suis au rond-point de la mairie d'Adjamé où la circulation est dense en ce début de matinée. Le boulevard Manguer-Bourgois reste praticable jusqu'au niveau du rond-point, mais le trafic se complique un peu dans son prolongement en direction donc, du plateau. Oui. Cette situation s'explique par le croisement des véhicules en provenance du 4e pont où le flux est particulièrement très important. Pour les usagers arrivant donc par ce pont et souhaitant rallier le plateau, vous aurez besoin d'un peu de patience, d'un peu d'indulgence en raison de ce ralentissement marqué. Après le rond-point, l'axe de l'avenue Reboul aussi enregistre un léger ralentissement, c'est à fois dans les deux sens. Face à cette situation, la police de la circulation est bien présente sur le site et joue le rôle donc, des feux tricolores. Elle procède à la régulation des mouvements afin donc, de fluidifier le trafic et limiter le blocage au niveau donc, du rond-point. Nous avons invité quand même les automobilistes d'ailleurs à la prudence, au respect des consignes des agents et à éviter les manœuvres brutes pour faciliter la circulation. Voilà pour la situation ici, Renaud. Allez, merci à Barry Ousmane et merci aussi à Noura Sidibé et à Sandrine Awassa pour toutes ces informations liées au trafic routier. Et puis, on vous souhaite d'arriver dans vos différents lieux de travail en toute quiétude et en toute sécurité. Allez, on sort de l'infotrafic et on arrive, je le disais tantôt, avant qu'on aille pour nos informateurs, eh bien, qu'on allait parler aujourd'hui avec coach Armand Delacroix, eh bien, de comment entrer dans son couloir de destinée. Il nous expliquera tout ça en long et en large. Coach Armand Delacroix qui nous rejoint maintenant. Bonjour coach. Bonjour. Après le passage de la semaine dernière, j'imagine que bon, vous avez dû avoir beaucoup de retours. On va s'asseoir, coach. Et puis, justement, autre sujet que vous nous proposez aujourd'hui, eh bien, c'est celui du couloir de destinée. Bon, pour planter le contexte, beaucoup de personnes travaillent énormément, elles ont l'impression de ne pas avancer, mais c'est parce qu'elles ne sont pas dans leur couloir de destinée. C'est bien cela? Effectivement. En fait, le couloir de destinée, c'est un domaine dans lequel nous devons exprimer notre raison d'être. Notre raison d'être. Et on va développer tout à l'heure, juste après ce que nous propose la régie maintenant. Bienvenue dans la région de la Maraoué, où nous posons nos valises pour ce numéro de votre émission Focus PJGouv. Ici, le gouvernement, à travers des partenariats avec le secteur privé et des guichets de financement de projets, parvient à créer de réelles opportunités pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Avant de nous donner de l'argent, on nous a formés. Au début, l'apport a été capital parce que c'est cet apport-là qui m'a permis de me réaliser en quelque sorte, d'être autonome, de ne pas vraiment compter sur l'appui des parents. Tout au long de cette émission, vous verrez comment le programme jeunesse du gouvernement, à travers ses différents dispositifs, impacte concrètement la vie des jeunes. Tous les jeunes qui passeront par notre dispositif de stage de qualification bénéficieront au minimum de 75 000. Retrouvez votre émission Focus PJGouv ce mercredi sur RTI 1. L'agriculture se modernise. Les centres de santé s'informatisent. Les secteurs d'activité se professionnalisent. Le public et le privé s'harmonisent. L'eau, l'électricité, les routes sont de mise. Le gouvernement supervise. Côte d'Ivoire en marche, saison 9, pour s'approprier ce qui se fait pour la Grande Côte d'Ivoire. Tous les lundis en 15 à 20h50 sur RTI 1. Côte d'Ivoire en marche, saison 9, c'est vous qui en parlez le mieux. L'État investit, la population bénéficie. Au cœur du savoir sacré, au cœur des mythes et du mystère de la vie, au-delà du physique, parcourons la métaphysique, l'univers et ses lois. Du lundi au jeudi, de minuit 30 à 1h30 sur RTI 1,
Baignons dans les choses de la nuit, car la nuit vous parle. Avec Élie Lusoko et le médium Aziz 47. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. Dans la vie, il arrive que certaines épreuves viennent bouleverser tout ce que l'on pensait solide. Des moments difficiles où l'on a l'impression que tout semble s'écrouler. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Rien n'est définitivement acquis. L'on peut se battre pour avancer. Et on a décidé comme ça de mettre nos deux compétences ensemble. Et nous avons mis cette structure sur pied. Et puis, tout perdre malgré tous ses efforts. Donc vous portez cela comme un bébé, tout doucement en train de faire ses pas et puis un coup patatras. C'est vraiment terrible. La famille Lago en a vu des vertes et des pas mûres. Mais comment a-t-elle trouvé la force de se reconstruire? Ne manquez surtout pas ce récit inspirant ce samedi à 18h50 dans Escale familiale avec Caroline Da Silva. Sous le parrainage de Madame Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, la Fondation Magic System, en partenariat avec la RTI, diffuseur officiel, vous convie à la 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 28 avril au 3 mai 2026 à Abidjan et Dimbokro. Thème: intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l'Afrique. En prestation, Youssou N'Dour, Kedjevara DJ, Fatoumata Diawara, Mewe et Dena Moana. Pays invité, le Gabon. Infoline 05 66 56 38 38. Allez, 6h57 en temps universel, merci d'être avec nous. Vous êtes bien à Matin Bonheur et nous sommes dans la dernière articulation de votre émission où on va échanger avec coach Armand Delacroix et ce sera juste après ceci. Je le disais tantôt, aujourd'hui, comment entrer dans son couloir de destinée, et il nous donnera toutes les clés, bien évidemment, pour entrer dans ce couloir de destinée. Mais déjà, pour le contexte, il faut savoir que beaucoup avancent dans la vie avec l'impression de faire des efforts, mais pas toujours dans la bonne direction. Bon, ils travaillent, ils s'agitent, ils tentent plusieurs choses, mais les résultats ne suivent pas. Coach Armand Delacroix. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que l'homme est sur Terre pour être utile. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Donc l'homme est en mission sur Terre. C'est cela. Et en tant qu'un missionnaire, nous avons un cahier de charges. Oui. Nous avons des devoirs. Nous avons des réalisations à apporter dans le monde. Donc lorsque nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas ce pourquoi nous avons été envoyés en mission, il y a des réactions à l'intérieur de nous. Notre esprit réagit par une insatisfaction profonde. Et cela amène les gens à comprendre que quelque chose ne va pas. En fait, ce sont des indicateurs pour nous dire que nous ne sommes pas en train de faire ce que nous devons, nous sommes amenés à faire. Et là intervient l'expression de couloir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas sur la terre pour agir partout, pour faire toutes choses, pour être dans tous les domaines. Nous avons un domaine qui nous est assigné. Nous avons un espace qui nous est dédié. Et c'est ce qu'on appelle le couloir. Donc aujourd'hui, nous voyons comment entrer dans son couloir de destinée. Bon, ce ne sont pas les couloirs de Sikoji, de Yopougon, de Koumassi, c'est le couloir de la destinée. Exactement. Et c'est de cela qu'on va parler. C'est de cela qu'on va parler avec vous et on va procéder par cas pratique. D'accord. Donc le premier cas pratique, c'est celui de Serge, 35 ans, qui enchaîne les projets. Il dit « je fais beaucoup, mais rien ne marche vraiment ». Bon, il est passé partout, hein, commerce, formation, business en ligne. Il travaille énormément, mais n'a pas de résultat durable. Et la question qu'on se pose, c'est comment reconnaître déjà qu'on est hors de son couloir? C'est très simple. Hein. En fait, le travail que nous faisons, le travail, c'est la mission. Oui. Voilà, la mission que nous avons à accomplir sur Terre, c'est le travail que nous portons, que nous transportons, que nous faisons. Ce travail-là a pour un but bien précis, c'est de contribuer au bien-être
de quelqu'un d'autre ou d'une population ou d'un espace. En réalité, dès l'instant que nous sommes en train d'agir, nous devons satisfaire, n'est-ce pas? Nous devons satisfaire à quelque chose. Et si cette satisfaction n'est pas faite, automatiquement, il y a cette insatisfaction aussi à notre propre niveau. Parce qu'en fait, nous existons pour les autres. La mission, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes. La mission est tournée vers les autres. Et pour réaliser cette mission, nous avons des dons. Nous avons des qualités qui ont été imprimées en nous avant même notre naissance dans le monde, avant que nous soyons envoyés en mission. Donc, Serge, il fait beaucoup de choses. Oui, il fait plein de choses en même temps. Il a tout essayé, mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'en réalité, il n'est pas encore dans son couloir. Parce que lorsque il sera dans son couloir, il verra ce que j'appelle les aides de destinée. On parle de couloir de destinée. Et pour accomplir sa mission, il y a des aides de destinée. Et les aides de destinée nous accompagnent dans la réalisation du plan pour lequel nous avons été introduits sur la Terre. Et lorsque nous ne sommes pas en train de faire ces choses-là, les aides ne nous aident pas. Donc nous allons faire beaucoup d'efforts et nous allons avoir l'impression que nous avons très peu de résultats. Donc, si je comprends bien, tous ceux qui sont dans la même situation que Serge, ils n'ont pas encore trouvé leur couloir de destinée. Ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi ils ont été envoyés sur Terre. Comment on fait pour savoir ce pourquoi on est envoyé sur Terre? Bon, j'essaie tout, ça ne marche pas. Est-ce que je m'assois et puis je me dis, bon, OK, j'attends mon couloir? Comment on fait pour trouver enfin ce couloir-là? OK. Premièrement, il faut faire face à soi-même. Parce que le couloir donc, qui intervient dans la mission de vie n'est pas quelque chose qui est inventé. On ne fait que découvrir. Maintenant, la chose se trouve déjà en nous. Donc, il faut s'asseoir, il faut s'interroger. Parce que, en fait, notre esprit, parce que la mission, en réalité, c'est par rapport à notre esprit. Parce que l'homme est fait d'esprit et de corps. Donc, le côté matériel et le côté immatériel. Ce qui nous conduit, ce n'est pas le côté matériel, c'est le côté immatériel. Deux personnes peuvent se rencontrer, et puis deux personnes qui se connaissent très bien, et puis l'un dépasse l'autre. Et l'autre l'interpelle. Mais écoute, tu m'as dépassé. Ah, excuse-moi, je ne t'ai pas vu, j'étais ailleurs. Mais tu es là avec moi, tu étais ailleurs. Comment? En fait, son esprit était concentré sur autre chose. Donc, on a l'impression qu'il n'était pas dans son corps. C'est pour dire que son esprit était concentré sur autre chose. Donc, en réalité, c'est l'esprit en nous qui nous conduit. Donc, cet esprit-là, c'est lui qui a la mission. Donc, il faut s'asseoir, faire silence. Il faut se connecter à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup trop de bruit autour de nous. Et le bruit provient des informations qui viennent à nous. Il faut s'asseoir, faire taire ces informations pour essayer d'écouter la voix intérieure. Parce qu'à l'intérieur de nous, notre esprit nous parle. Donc, à l'intérieur de nous, il faut s'asseoir pour écouter l'esprit qui va nous expliquer là où nous devons aller. Bon, attendez, c'est une forme de méditation que vous êtes en train de nous proposer ce matin. Je veux comprendre, je vous suis, mais j'ai un peu du mal. J'écoute l'esprit, je l'écoute comme je me mets dans quelle disposition, je fais quoi, j'invoque quoi, est-ce que je demande à Dieu, est-ce que je demande à Allah, est-ce que je demande au bois sacré dans lequel j'ai l'habitude de partir, je fais comment? OK. Cela nous met en relation avec la source même de notre présence sur Terre. Donc, cela nous met en relation avec notre Créateur. Parce que nous sommes envoyés, mais celui qui nous envoie est en relation avec nous. Et il est en relation avec notre esprit. Donc, il faut se mettre dans les dispositions de la prière, de la méditation. Et à l'intérieur de nous, parce que tout le monde reconnaît qu'il y a plusieurs voix à l'intérieur de soi. Oui, souvent on a l'impression d'entendre des voix. Exactement. Oui. Donc, il faut faire silence et chercher à l'intérieur de soi les réponses qu'il faut. Premièrement, par exemple, Serge peut décider de faire ce que le papillon fait généralement avant de devenir papillon adulte. Le papillon a 4 phases d'évolution. D'abord, l'œuf.
Et de l'œuf, on a la chenille. La chenille passe à l'étape de la chrysalide et après devenir papillon adulte. L'étape de la chrysalide, c'est l'étape où le papillon est renfermé sur lui-même. Il se coupe de ce qui est à l'extérieur pour avoir un développement à l'intérieur de soi. Donc, c'est cette étape-là qui consiste pour l'homme de faire silence autour, de rechercher à l'intérieur de soi la réponse. Comment? Par la méditation. Comment? Par interroger, comme on le dit, de quel bois je suis fait. Comment je fonctionne? Qu'est-ce qui me passionne? Mais qu'est-ce qui me plaît? Pourquoi cette chose me plaît? Pourquoi ce domaine m'attire alors que ce domaine ne me dit rien? Pourquoi ce secteur m'attire alors que ce secteur ne me dit rien? Donc, arriver à se poser des questions pour pouvoir savoir réellement ce qui me correspond réellement. Parce que, comme on le dit, chacun a son ADN. Et par rapport à l'ADN qu'on a, il y a cette mission de vie là qui est alignée à moi particulièrement. Ok, coach, on va marquer une petite pause. On va permettre de respirer parce que moi, j'ai besoin vraiment de bien comprendre et je suis sûr que les téléspectateurs avec nous aussi ont ce besoin-là. Allez, on passe par une transition et puis on se retrouve dans quelques petites minutes pour continuer nos échanges avec coach Armand Delacroix. Avec le pass cadeau Max, 30 millions, 3 voitures et des motos à gagner chaque mois. Cumule des points et change le cours de ton année. Rendez-vous vite sur Maxit jusqu'au 29 avril. Orange est là. Allez, nous sommes avec coach Armand Delacroix et aujourd'hui avec lui, on parle de comment entrer dans son couloir de destinée. Bon, il a fait un développement agréable, intéressant sur comment d'abord savoir ce pourquoi on est né et ce pourquoi on est sur cette terre pour éviter de tourner en rond. Parce que c'est ça, on le disait avec le cas de Serge, 35 ans, qui a tout essayé, mais qui jusqu'à présent n'arrive pas à trouver sa voie et à trouver satisfaction dans tout ce qu'il fait. Donc vous étiez en train de dire qu'il faut justement se comporter comme le papillon à l'étape de la chrysalide et puis y aller. Oui, effectivement, parce que il faut dire aussi que je reconnais que c'est une étape auquel beaucoup de personnes ne sont pas habituées. Et lorsqu'on demande de faire silence et d'entrer en soi-même, beaucoup de personnes se demandent mais comment faire. En réalité, il faut se faire accompagner. Il faut forcément se faire accompagner. Lorsqu'on n'est pas habitué, il faut se faire accompagner par un spécialiste qui va nous permettre, n'est-ce pas, de nous aligner avec notre être intérieur et puis arriver à détecter les indices de notre vie qui sont des indicateurs pour nous orienter dans notre couloir. C'est cela, et pour trouver ce qui nous correspond véritablement. Et quand on a, comme vous l'avez dit, quand on a trouvé, vous avez parlé des aides qui accompagnent ce développement-là pour nous permettre d'atteindre notre plein potentiel et surtout, voilà, atteindre notre destinée, si je peux le dire ainsi. Oui, il y a les aides de destinée. En fait, les aides de destinée, il y en a de 3 sortes. Il y a les aides spirituelles, il y a les aides naturelles et les aides humaines. Alors, les aides spirituelles, on parlera de Dieu lui-même, parce qu'il ne nous envoie pas en nous disant « allez vous débrouiller », mais il est avec nous. Donc, il parle à l'intérieur de nous. C'est pourquoi la prière est le moyen de nous mettre en relation avec lui. La méditation de sa parole est un moyen pour arriver à comprendre son langage, parce que Dieu a un langage. Donc, comprendre ce langage-là, percevoir sa voix et être orienté par lui. Maintenant, il y a les aides, dans les aides spirituelles aussi, il y a ce qu'on appelle les anges, voilà, qui aussi ont été envoyés pour accomplir une mission, donc qui nous accompagnent dans notre mission de vie. Donc, ils peuvent aussi nous conduire, nous orienter dans notre couloir. Il y a les aides naturelles. Alors, les aides naturelles, c'est tout ce que nous voyons autour de nous. Même la Terre est une aide naturelle. La Lune est une aide naturelle. Le Soleil est une aide naturelle. Tous ceux-là ont des missions de vie. Ils sont chargés pour des missions précises. Par exemple, on parlera du Soleil qui a pour mission d'éclairer la Terre et donc de présider au jour. Et la Lune qui préside à la nuit. Et les étoiles qui gèrent ensemble, les luminaires qui gèrent les saisons, qui gèrent les époques et tout ça. La Terre qui a pour mission, n'est-ce pas, de produire
hein, ce dont l'homme a besoin, comme nourriture. Oui. Donc, il a un pouvoir reproducteur et multiplicateur des semences qu'on lui donne. Okay? Donc, tout cela sont des aides. Si la terre refuse de produire, on ne pourra pas, malgré nos efforts, continuer parce qu'on n'aura pas la nourriture. Donc, il y a les aides naturelles. Maintenant, il y a les aides humaines. Les aides humaines sont des personnes que le Créateur a mis sur notre route. On parle de relationnel. Ce sont des connexions. Ce sont des personnes qui nous aident à avancer. Donc, je peux avoir un mentor qui va me permettre de faire ce que, normalement, seul, je ne peux pas faire. Donc, il va me permettre d'avancer plus rapidement dans mes recherches. Il va me permettre de me retrouver. Il va mieux m'orienter. Donc, il y a les coachs. Il y a différents types de coachs. Ceux qui peuvent nous tous ceux qui peuvent nous aider. Les parents sont des aides, normalement, des aides humaines. Et il y a des connexions humaines, mais qui ne sont pas forcément dans notre cercle immédiat. Voilà. C'est-à-dire que je suis ici, Dieu peut me connecter à quelqu'un qui est aux États-Unis. Dieu peut te connecter à quelqu'un qui ne te connaît même pas du tout. Et bizarrement, cette personne-là vient comme une aide pour t'aider à avancer. Donc, il est très important de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans cette histoire de mission de vie. Dieu a mis des aides pour que nous puissions vraiment réussir notre mission. Parce qu'il tient à ce que nous la réussissons. Et justement, pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de toutes ces personnes, il faut trouver son couloir de vie. C'est bien cela. Allez, coach, on va continuer. On a un peu tiré sur le cas pratique 1. Ça a permis de planter le décor. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans la situation de Serge, qui font tout et qui ont l'impression de tourner en rond, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé votre couloir de vie. Cas pratique 2, eh bien, c'est celui de Nadia, 29 ans, qui dit « Je copie les autres, mais ça ne me réussit pas ». Elle suit les tendances, entreprendre, créer du contenu, investir, elle reproduit ce qui marche chez les autres. Sans succès. Bon, il y a une vendeuse à locaux qui s'installe ici, pour elle ça marche, une autre qui se met à côté, ça marche. Quand Nadia se met à la 3e place, pour elle ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans son cas, coach? Question, pourquoi ce qui réussit aux autres ne fonctionne pas forcément chez Nadia? C'est très simple parce que Nadia est différente des autres. Toute personne est spécifique et différente de toutes les autres personnes. Et cette spécificité fait qu'il y a quelque chose que Nadia seule peut apporter dans le monde. Si elle ne découvre pas ce qu'elle doit apporter, qu'elle se met à copier les autres qui sont en train d'apporter, peut-être sont en train d'apporter ce pourquoi ils sont nés, alors Nadia n'exploite pas son potentiel. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de couloir, il faut comprendre que le couloir existe, c'est comme un domaine, c'est comme un champ. Mais ce champ-là, qu'est-ce qu'on doit y faire? On doit exprimer le don qui est en nous. Le don, c'est le potentiel, c'est invisible, mais on est avec. Donc, c'est ce potentiel-là, c'est ce don-là que Nadia doit exprimer. Elle ne peut pas exprimer le don de quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas copier le don de quelqu'un d'autre. On peut essayer de copier le don de quelqu'un d'autre, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le potentiel sont des capacités invisibles, une capacité invisible qui nous accompagne. C'est un peu comme de l'essence, c'est comme du carburant qui est disponible, que nous utilisons pour faire avancer notre véhicule. Maintenant, supposons que je laisse le carburant qui est disponible et que je vais prendre de l'eau pour essayer de faire avancer mon véhicule à la place du carburant. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je vais me plaindre. Mais pourquoi les autres, leur véhicule avance alors que le mien n'avance pas? Mais parce que ce que tu dois utiliser, qui est spécifique à toi, qui a été conçu uniquement que pour toi, tu ne l'utilises pas et tu veux créer une capacité qui n'existe pas. Donc, tu vas faire beaucoup d'efforts pour pas de résultats. Pour rien. Pour rien du tout. Donc, la question, naturellement, qui arrive, c'est comment construire un chemin authentique? Comment par rapport à ce qui a été mis en nous, qu'on n'a peut-être pas décelé ou qu'on ne sait pas. Voilà. Comment construire? Alors, il faut toujours se référer au don. Il faut trouver. Comment on trouve le don? En fait, le don, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, souvent sans le savoir. Parce que le don n'est pas latent. En fait, c'est quelque chose qui est là, qui bouge avec nous, qui nous fait bouger. Maintenant, souvent sans le savoir, nous sommes poussés à faire certaines choses.
Nous sommes poussés à développer certaines choses. Donc souvent, je fais quelque chose et ça marche. Ok. Je ne fais pas beaucoup d'efforts, mais ça marche quand même. Je ne comprends pas. J'ai juste fait ceci et puis j'ai eu un bon résultat. Ok. En réalité, souvent, c'est derrière ces petits résultats-là qu'on peut arriver à détecter ce don qui est caché en moi, on peut reconnaître le potentiel. Et si on se met à y travailler, parce que le don est en nous à l'état brut. Ok. Et il faut le travailler pour qu'il devienne un talent. Mais donc, coach, pour les enfants, par exemple, quand on se rend compte que son enfant a certaines aptitudes, il aime dessiner, pour les filles, elles aiment faire fabriquer des petites poupées, faire de la déco. Est-ce que tout de suite, quand on observe cela, il faut accompagner les enfants là-dedans? Ou bien, bon, la plupart des parents se disent, bon, ils sont en train de s'amuser, et puis après, on les ramène, souvent dans certaines activités qu'ils n'aiment pas forcément. Oui, parce que les couloirs, il y en a de 4 sortes, 4 grands couloirs. On a le couloir, par exemple, de l'organisation, de la structuration, mettre de beau, mettre la couleur, mettre de l'ordre. Ok? Ça, c'est le premier couloir. Bon, en fait, ce n'est pas en ordre, hein. Non, on cite comme ça, pêle-mêle. Il y a le couloir de l'accompagnement, de la transmission, donc l'enseignement, le coaching et tout ça. Il y a le couloir de la créativité. Ça peut être une création manuelle, donc l'art, la musique et tout ça. Et puis, il y a le couloir de l'impact social, où on peut intervenir pour une cause spécifique. Donc, en fonction de ces 4 couloirs, lorsque je me rends compte que mon enfant est dans un couloir, il est en train d'exprimer un couloir, je l'accompagne. Je l'accompagne en faisant attention. Je l'accompagne en le guidant et puis en vérifiant que c'est vraiment, parce que si c'est vraiment le couloir, il ne fera pas d'effort, mais il va surfer. Il y a une puissance qui l'accompagne. Et ce qui va faire qu'il va faire naturellement. Donc, plus je me rends compte qu'il développe naturellement, je l'accompagne comment? En lui mettant dans des tests, dans des petits exercices, dans des choses. Je vois que mon enfant aime créer, il aime inventer des choses manuelles et tout. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner des moyens et je lui dis, mais tu es très fort en création. Dis-moi, est-ce que tu peux fabriquer un truc à partir de ces éléments que je te donne? Et je l'observe. Il est en train de jouer. Donc, je choisis les jouets. Je choisis les divertissements. Je choisis les éléments, tout ce que je veux faire autour de mon enfant. Je vais essayer de l'orienter, de l'aider à déployer ce potentiel. Et quand je me rends compte que c'est un potentiel, au fur et à mesure que l'enfant va exercer, parce que le don s'exerce, plus il s'exerce, plus ça devient un talent. Et le talent, c'est ce qui est visible. Lorsqu'on voit une personne, on ne voit pas directement son don. Mais on voit son talent. Et comme la Bible dit là, les dons d'un homme lui ouvrent les portes et le fait asseoir à la table des rois, lui donne accès au roi. C'est en fonction du don. C'est le don exprimé qui est recherché. Donc, le don, lorsque j'aide mon enfant à découvrir son don, à un moment donné, malgré son âge, les gens diront c'est un génie. Pourquoi? Parce qu'on le voit exprimer un don ou un talent qui, normalement, à son âge, ne devait pas être. Il ne devait pas être capable d'exprimer, mais puisqu'il s'est mis à le travailler. La plupart des gens ne comprennent pas que ce qu'ils arrivent à faire sans grands efforts est souvent soutenu. En fait, il y a toujours un effort. Il y a toujours une force qui actionne pour qu'il y ait un résultat. Pour qu'il y ait un résultat, il faut une force qui actionne quelque chose. Donc, si j'ai un résultat sans effort, c'est parce qu'il y a un potentiel qui a actionné la chose. Bon, pour vous prendre au mot, coach, bon, vous voyez, en studio ici, on a des cadreurs, puis en régie, on a le réal, on a le script et on a tous ceux qui sont là-bas, ingénieurs son. Est-ce que nous qui sommes ici, ce que nous sommes en train de faire, on est forcément dans notre couloir de destinée? Non, pas forcément. Il y a une différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, c'est ce que ma formation, mes diplômes m'ont permis d'avoir. Donc, on m'emploie sur la base de mes compétences au niveau, je vais dire,
au niveau professionnel, les compétences au niveau scolaire, ce qu'on a appris à l'école et tout ça, les connaissances qu'on a acquises. OK? Maintenant, je peux avoir un emploi. Pourquoi? Parce que je me suis orienté dans un domaine bien précis. Et en fonction de ce domaine-là, j'arrive à exercer quelque chose. Mais je fais beaucoup d'efforts. Donc, on n'est pas forcément... Je fais beaucoup d'efforts. Celui qui exerce un emploi, qui correspond à son domaine, il va sentir ce qu'on appelle une inspiration. Il ne sait pas pourquoi, mais il a une inspiration. Quand il fait, et celui qui fait ce métier parce que, voilà, il a eu un diplôme. Ça lui garantit un salaire aussi. Les deux n'ont pas le même impact. Tout est dans l'impact. Et c'est de là que vient souvent la jalousie. Mais nous faisons la même chose. Mais j'ai l'impression de faire mieux que lui. Mais pourquoi c'est lui qui reçoit les promotions? Mais pourquoi c'est lui qui est élevé? Là, ce cas de figure-là, je suis sûr que beaucoup se reconnaîtront dedans dans presque toutes les entreprises du monde. Exactement, parce que celui qui est en train de libérer son potentiel, il sera célébré. Parce que lorsque tu es en train, tu es utile, on sent que tu es utile, on sait que tu es utile et on te célèbre. On célèbre en fait les champions. Mais le champion, c'est celui qui a obtenu quelque chose de grand. Mais cette grandeur vient du potentiel qu'il a utilisé, qu'il a libéré. C'est cela. Coach, est-ce que vous-même, vous êtes dans votre couloir de destinée? Oui, bien sûr. Et là, si je vous explique, vous n'allez pas croire. Mais écoutez, moi, j'ai fait une série scientifique. J'ai une maîtrise en sciences économiques. Et je me suis dit, d'abord, j'ai été orienté après le bac C. Je me suis orienté en sciences économiques parce qu'on se disait en son temps, écoute, soit tu vas en droit, soit tu vas en économie. J'ai dit, écoutez, moi, l'histoire de droit, là, ça me dit rien, donc je vais en économie. Donc, je suis allé en économie sous la mouvance, comme tous les autres. Et arrivé en économie, quelque chose de bizarre. Pendant que les autres partaient suivre les cours, moi, j'étais en train de faire autre chose. Quoi? Faisais quoi? J'étais dans le domaine de l'enseignement. J'aimais expliquer les choses. J'aimais enseigner les choses. Imaginez qu'en classe de 6e, alors que je suis dans la même classe que les élèves de ma classe, entre midi et 2, je deviens le répétiteur de mes amis. Parce que les cours qu'ils n'ont pas compris en maths et en physique, je leur explique en même temps en classe, entre midi et 2. Et donc, j'étais le répétiteur comme ça de la 6e en terminale C. Mais expliquer les choses, faire comprendre les choses, aider les choses à comprendre. Parce que moi, j'écoute, et une fois que j'écoute, je comprends tout de suite. Parce qu'il y a le potentiel. C'est sans effort. Et vous l'avez travaillé? Et je l'ai travaillé. Oui. J'avais voulu devenir expert comptable parce que j'aimais... Bon, je me suis dit, c'est l'aboutissement. Voilà, il faut aller jusque-là et tout. Oui. Mais j'ai vu que c'était pas ça. J'ai fait beaucoup de petits métiers. Je me suis lancé dans beaucoup de choses. Comme Serge. J'ai créé des entreprises. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et à un moment donné, j'avais l'impression de tourner en rond. J'ai dit, mais quelque chose ne va pas. Donc, il faut que quelque chose se passe. Donc, je me suis retiré. J'ai fait comme une sorte de retraite où je me suis vraiment interrogé dans la prière pendant des jours, pendant des jours. Et vous avez fini par... Et j'ai fini par comprendre, en analysant toute mon histoire, toute ma vie, que j'étais amené à accompagner les gens. Donc, j'ai fait des recherches et suite à cela, j'ai commencé maintenant à me former dans le domaine de l'accompagnement. Et aujourd'hui, vous êtes coach Armand Delacroix. Et là, Delacroix. je suis coach Armand Delacroix. Et ma mission de vie, c'est d'aider les autres à découvrir leur mission de vie. Justement. Donc, autre cas pratique, c'est celui d'Aminata, 24 ans, qui dit « Je suis perdue, je ne sais pas par où commencer ». Elle ne sait pas ce qu'elle aime vraiment, ni dans quelle direction aller. Donc, comment trouver sa direction quand on manque de clarté? Quel exercice simple elle peut faire pour justement mieux se connaître? OK. Pour d'abord mieux se connaître, elle doit faire la méditation en se posant des questions simples. En se demandant qu'est-ce que j'aime faire, tout simplement. Okay. Dans tout ce qui est autour de moi, si j'avais le choix, qu'est-ce que je choisirais de faire si j'avais le choix? Si je mettais de côté le côté revenu, gain financier, si je mettais de côté tout ce qui est pression de la vie
et que je me posais, si tout ce qui était besoin de ma vie était comblé, qu'est-ce que je déciderais de faire? Si aujourd'hui j'étais à l'abri du besoin, qu'est-ce que je ferais quand même, avec plaisir? Si elle trouve la réponse, elle sera déjà sur le très bon chemin. Elle aura trouvé son couloir de vie. Autre cas pratique, c'est celui de Yao, 38 ans, qui dit « j'ai peur de me tromper de voie ». Yao qui hésite à se lancer dans un projet qui le passionne, de peur de faire un mauvais choix. Vous l'avez dit. Oui. Quand on a fini de se poser des questions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'engage dans cette voie-là. Mais est-ce que, parce que la société nous regarde, vous abandonnez tout ce que vous faites, peut-être que vous mettez de côté. Il y en a qui disent, bon, j'étais dans tel secteur d'activité, j'ai tout abandonné pour aller faire ma passion. Oui. Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? La peur, déjà, ne fait pas bon ménage avec la mission de vie. La mission de vie s'exprime. On exprime le don dans la clarté, dans la joie, et non dans la peur. Alors, d'abord, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a peur? C'est l'interprétation que l'on donne d'une situation. C'est la projection que l'on se fait par rapport aux résultats possibles d'un chemin, n'est-ce pas, d'une activité que j'entreprends ou bien d'un chemin que je prends. Elle ne doit pas avoir peur. Pourquoi? Parce que, normalement, lorsque tu es dans ton couloir, tu n'es pas tout de suite dans l'expression totale de ton don. C'est pourquoi ce que moi je conseillerais, c'est de ne pas tout de suite quitter ce que Nadia fait. Elle ne doit pas abandonner tout de suite son emploi. Elle ne doit pas abandonner son emploi. Elle continue l'emploi et elle essaie d'explorer le couloir. Parce que le couloir, c'est vaste. Je peux être dans le domaine de la transmission. Comme j'ai dit, le couloir de la transmission. Mais c'est un couloir qui est très vaste. Je peux être enseignant, je peux être coach, je peux être... je peux dire... qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut... il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans un couloir. Donc, elle doit tout doucement explorer. Explorer. Et pendant qu'elle explore, au moins elle a un emploi qui lui permet d'avoir une stabilité. Revenu, oui. Et pendant qu'elle explore, elle va pouvoir tester le don. Je crois que j'ai tel talent, j'ai tel don. Il va falloir tester. Donc y aller step by step, tout doucement, étape par étape. Ne pas sauter les étapes. Ne pas sauter les étapes. Ne pas arrêter ce que vous faites bien maintenant, tout de suite, ce que vous faites bien qui vous rapporte une certaine stabilité, pour vous lancer dans l'inconnu. C'est normal que vous ayez peur parce que l'inconnu fait peur. C'est clair. Et coach, on va pour chuter. J'ai 50 ans, ou j'ai 60 ans pratiquement, et puis je me découvre une passion. Est-ce que c'était ça mon couloir que j'ai raté? Est-ce que je peux l'emprunter maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Pour quelqu'un, par exemple, qui a 45 ans, mais se rend compte qu'il aurait pu devenir un bon footballeur, mais il n'a plus les jambes. Est-ce qu'il a raté son couloir de vie? Ok. Il faut dire que le couloir demeure pour toute notre vie. On est utile. Je dis bien, on est utile tant qu'on est vivant. La mission de vie, elle est actionnée pour toute notre vie. Il n'y a pas de date de péremption. On est utile. C'est pourquoi le prophète Joël dit que les vieillards auront des songes. Même le vieillard est encore utile. Donc, à 50 ans, on peut encore rattraper sa mission de vie. Rattraper sa mission de vie. On peut encore rattraper. On ne doit jamais se dire, et on va terminer sur ça. Oui. C'est fini pour moi. Ce n'est jamais fini. Quel que soit l'âge, on peut toujours être utile. À 50 ans, on découvre par exemple que je suis dans le domaine de la transmission. Alors, l'expérience acquise peut me permettre d'écrire des livres et qui vont permettre à la génération qui va me suivre d'être orientée, éviter les erreurs et pouvoir réussir à impacter leur monde et leur environnement. En tout cas, c'est sur ça qu'on va chuter. Coach Armand Delacroix, vous l'avez compris, l'a dit, il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge.
Ça peut toujours être utile. Et on peut rattraper le couloir dont on avait raté l'entrée. Hein? Allez, merci de nous avoir suivis. On était très heureux de vous servir ce numéro de Matin Bonheur. Et avec toute l'équipe, que ce soit en haut, en régie ou ici en studio, on vous dit merci également. Et on vous souhaite de passer une agréable journée en restant, bien évidemment, sur les chaînes du groupe RTI. À demain. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.